Bonsoir et merci de votre confiance placée à Star 21 TV à la une de l'actualité de ce soir. Des femmes des partis politiques à lice pour la présidentielle du 18 octobre 2020 s'activent sur le terrain pour la sensibilisation des électeurs sur la non-violence et le respect des principes démocratiques. Les réactions, c'est dans cette édition d'information. Et puis encore, sans vie d'un petit garçon a été retrouvé à bord d'un cours d'eau à Demoudoula dans la commune de Ratoma dans la soirée du vendredi 11 septembre 2020. Les échos, c'est dans ce journal. Une courte pause puis la suite de cette édition. À tous, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, le président du Rassemblement pour la République, PRP, monte au créneau pour fustiger l'exclusion des partis membres du FNDC, candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Selon Diabati Doré, le Front national pour la défense de la Constitution doit éviter la politique d'exclusion pour bien combattre le projet du troisième mandat pour Alpha Condé. Suivez. Le FNDC doit revoir sa stratégie, c'est extrêmement important. Et le combat que les partis politiques qui prennent part aux élections présidentielles et même la société civile au sein du FNDC, c'est le même combat. Ils doivent comprendre une chose aujourd'hui, que nous avons un ennemi commun. L'ennemi commun, c'est qui? C'est M. Alpha Condé et son clan. Pour ne pas qu'il s'octroie un troisième mandat ou une présence à vie. Qu'à cela ne tienne, je crois que le combat peut mener sur plusieurs fronts. Et ils peuvent continuer à lutter dans la rue, comme nous, mais je suis prendre part au processus. Je l'ai tantôt dit, une fois qu'on peut sacher M. Alpha Condé ou on peut le faire partir dans les urnes. Les élections du 10 jours prochain, il y aura un second tour et le second tour, M. Alpha Condé va partir. Nous avons tout fait. Depuis 1 an et demi, le FNDC est en train de manifester. Il a fait le forcing d'avoir sa constitution, sa nouvelle constitution, parce que c'est pas pour le peuple de Guinée, et aussi une assemblée nationale qui n'est même pas reconnue d'abord par la communauté internationale. Donc ceci dit, je pense bien que le FNDC ne doit pas exclure quelqu'un parce que qui prend part au processus électoral. Ou bien nous ne sommes pas en démocratie. Si c'est la démocratie, et tous les partis ont créé le parti. Pourquoi? C'est la conquête du pouvoir et l'exercer. Mais si tu ne prends pas part à une élection, mais comment tu vas avoir le pouvoir? Tout le monde connaît aujourd'hui la force motrice, la force de mobilisation de l'UFDG, de PADES, de RGT, etc., etc. Moi qui vous parle, le RPR, je suis membre fondateur de FNDC. Et donc, nous avons pris part à toutes les manifestations si j'étais en Guinée. Et quand nous avons décidé de participer aux élections législatives, c'était le même cas. Mais qu'à cela ne tienne, nous, au sein de notre parti politique, que ce soit dans la capitale ailleurs, nous sommes là à lutter contre le népotisme, le tribalisme. Parce que le seul bilan de M. Alpha Condé aujourd'hui, c'est quoi? C'est la division. De 2010 à nos jours, il a divisé complètement le Guinée. Absent de la course pour le fauteuil présidentiel du 18 octobre 2020, le président du parti UDRG dénonce les anomalies qui existent dans le fichier électoral. Pour Baouri, aucune condition pour une élection libre, transparente et équitable n'est créée. Je vous l'invite à le suivre. Vous avez aussi un fichier électoral totalement corrompu, dont près de 50% de ceux qui figurent dans le fichier, ou même plus, sont considérés comme étant litigieux, donc problématiques. L'un dans l'autre, avec des institutions, CENI et Cour constitutionnelle, qui ne sont pas en phase avec l'exigence de la transparence et de la régularité, vous ne pouvez pas parler d'élection en République de Guinée dans ce contexte. On a un simulacre d'élection avec un faire-valoir que certains candidats ont accepté de jouer. La Guinée et les Guinéens ne doivent pas se laisser instrumentaliser par ce qui est prétendument présenté comme une consultation électorale. Il y aura des diatribes, il y aura des provocations de gauche à droite, mais que les Guinéens refusent de tomber dans les pièges et continuent à vaquer tranquillement à leurs occupations pour subvenir aux besoins de leur famille et assurer leurs responsabilités de parents et de citoyens.
Je vous le disais, à l'entame, des femmes des partis politiques à lice pour la présidentielle du 18 octobre 2020 s'activent sur le terrain pour la sensibilisation des électeurs sur la non-violence et le respect des principes démocratiques. Selon ces femmes, les Guinéens traversent une période très difficile, d'où la nécessité de faire un bon choix parmi les candidats. Suivez. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour demander à la population guinéenne de voter pour notre leader. C'est une personne qui peut trouver solution à nos problèmes. C'est un patriote car la tombe de ses aïeux se trouve ici. C'est un homme de justice. C'est nous qui avons demandé aux femmes et jeunes de venir. Je suis la présidente des femmes. Cette rencontre a été convoquée pour dire aux femmes de se donner les mains et de voter massivement pour notre leader. Car nous avions beaucoup souffert. Nos enfants ne travaillent pas, nos maris ne travaillent pas et ils sont tous à la maison. Nous votons pour lui parce que c'est lui qui peut nous faire sortir de nos souffrances. Nous sommes confiantes qu'il peut gagner aux élections puisque c'est quelqu'un qui connaît son travail. En plus, il a la pitié. Un président qui a la pitié pourra répondre aux attentes de son peuple. Le président du parti guinéen pour la solidarité, la démocratie et le développement a procédé à la remise de dons de peinture à l'école primaire de Sangoya Cité et des kits sanitaires dans certains marchés de la capitale. Ces dons qui s'élèvent à plus de 19 millions de francs guinéens sont les fruits de la cotisation des citoyens pour sa candidature à l'élection présidentielle du 18 octobre. Sayon Kamara, explication. Suite à l'appel lancé par son parti pour le soutien financier dans le paiement de la caution pour sa participation à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, l'ancien régiment guinéen Eli Kamano a mobilisé 21 millions de francs guinéens, un montant qu'il vient d'investir dans le renouvellement de la peinture de l'école primaire de Sangoya Cité et l'achat des kits sanitaires pour certains marchés de Conakry. Cette collecte, lorsque nous l'avons lancée, c'était dans l'optique de compléter la somme que nous avions dans la caisse, c'était les 400 millions, afin que nous puissions acter notre candidature pour les élections présidentielles du 18 octobre. Mais puisque tel n'a pas été le cas, alors nous avons décidé les 21 677 000 francs guinéens que nous avons collectés, de restituer cela au peuple, mais de la plus belle des manières. Nous avons répertorié, identifié une école, c'est l'école primaire, comme vous le voyez, Sangoya Cité, et qui est dans un état délabré, abandonné, et nous avons décidé d'apporter ces bidons de peinture, 20 bidons de peinture, et la somme de 3 millions de francs guinéens pour confectionner des tables bancs. L'ensemble, en termes de chiffres, ça va, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi des seaux, des kits sanitaires que nous avons achetés, ça va dans les 19 millions et quelques. Voilà. C'est-à-dire en termes de liquidité que nous allons donner à certaines personnes, aussi les kits que nous avons achetés. Il y a 200 bavettes qu'on a confectionnées, il y a 50 kits qu'on a achetés, il y a 20 bidons de peinture, comme vous le voyez, il y a aussi le matériel pour la peinture et tout. Bon, les marchés, il y a nos moments dans les marchés. Nous partons dans les marchés parce qu'il faut tout de suite comprendre qu'elles sont très exposées à cette pandémie. Parce que même lorsque nous étions allés pour des collectes, elles avaient contribué. Et c'est ce qui nous a beaucoup marqué. Lorsque nous étions rentrés même dans les marchés, on a vu comment les mamans étaient exposées, elles étaient entassées. Et cela nous a donné à réfléchir. Et on s'est dit que pourquoi ne pas aller avec des kits, avec des seaux, avec de l'eau de javel pour les donner à la place des 1000 francs qu'elles ont donnés. Pour le délégué sous-communal de l'éducation de Sangoya Fassa, ce geste du parti PGSD vient à point nommé. Il estime qu'aucun geste n'est petit, surtout lorsqu'il est sincère. Au nom de monsieur le directeur communal de l'éducation de Matuto, au nom de tous ses adjoints autour de lui à la DCE de Matuto,
Au nom des anciens de Sangoya Cité, en passant par ma directrice Fatoumata Oulare, nous sommes comblés de joie, nous sommes dépassés. Dans le sens que il a orienté tout cet avoir-là vers l'école. Et tout le monde connaît l'école, parce que parmi nous, nous tous, nous sommes passés par là. Si un fils du pays, un patriote qui aujourd'hui prend son temps, prend son avoir, il met ça à la disposition des élèves, les futurs cadres de cette nation demain, vraiment, nous sommes comblés de joie. Selon le président du parti PGSD, sa formation politique a investi plus de 19 millions de francs guinéens pour ce don. Un don qui, selon lui, est destiné aux citoyens lambda. C'était un reportage signé Sayon Kamara. Des responsables des bars et restaurants sortent de leur silence pour demander le déconfinement total de leur lieu de travail. Selon ces tenanciers, toutes les activités sont aux arrêts depuis l'apparition de la Covid-19 en Guinée au mois de mars 2020. C'est un reportage de Janet Akou Agboudré et Ibrahima Khalil Silla. Le secteur du tourisme et de l'hôtellerie est l'un des secteurs les plus affectés dans ses activités depuis l'apparition de la COVID-19 en Guinée. Plusieurs tenanciers de bars et restaurants ont enregistré la chute de leur chiffre d'affaires. Conséquence, la plupart de leurs employés se retrouvent actuellement au chômage, comme le témoigne ce promoteur de bars et restaurants. Il y a une dizaine que moi-même je connais personnellement, des collègues avec lesquels on travaillait, qui ont été obligés de mettre les clés sous le paillasson, vu qu'ils ont commencé à croupir sous des dettes de leurs propriétaires. Ils ont été obligés d'abandonner les lieux et souvent même de liquider leurs biens pour pouvoir compenser ce qu'ils doivent aux propriétaires pour s'acquitter de leur location. Et aujourd'hui, c'est des chômeurs qui, à la reprise, s'il n'y a pas d'assistance, seront obligés de encore chercher du boulot, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la majeure partie d'entre nous n'ont que ça comme activité. On a été frappés de plein fouet parce que rien n'était prévu. Des agents de la police et de la gendarmerie font souvent irruption dans ces lieux fréquentés en grande partie par la jeunesse guinéenne. Sans état d'âme, ces corps habillés procèdent parfois à des interpellations, une attitude peu catholique que dénonce ce vice-président des tenanciers de bars et restaurants. Nous prions et nous souhaitons que le 15, le président prenne une décision qui pourrait nous permettre d'ouvrir, reprendre nos activités, parce qu'ils comprennent que nous sommes aussi des pères de famille, qu'on a beaucoup de responsabilités et qu'il y a beaucoup qui attendent de nous. Récemment, au cours d'une conférence de presse, des patrons des bars et restaurants ont fait des plaidoyers auprès des autorités pour le déconfinement des lieux. Une requête qui est en examen par les décideurs du plus haut niveau. Je vous le disais à l'entame, un corps sans vie d'un petit garçon a été retrouvé à bord d'un cours d'eau à Demoudoula dans la commune de Ratoma dans la soirée du vendredi 11 septembre 2020. Il s'agit d'un enfant de 8 ans qui, selon nos informations, était parti se baigner au Marigot avant d'être noyé par les eaux. On fait le point avec Mariam Bari et Ibrahima Khalil Silla. Selon les témoignages recueillis sur les lieux du drame, la victime est âgée de 8 ans. Venu pour se baigner dans le Marigot, l'enfant a été noyé par les eaux. Ce drame est une première de ce genre dans ce secteur de Demoudoula à Printemps. Après la prière, on m'a appelé que soi-disant qu'ils ont retrouvé un corps d'un petit enfant au Marigot. Vraiment, ça m'a rendu triste quand même. Je suis vraiment bouleversé parce que moi aussi je suis un père d'enfant, quoi. Donc j'ai vu les corps. Donc j'ai appelé mon chef de quartier, soi-disant qu'on a retrouvé un corps sans vie ici. Mais par mes enquêtes, j'ai demandé de voisins de là-bas, ils m'ont dit qu'il est venu pour se baigner. Informé, ce représentant communal de Ratoma fustige la négligence de certains parents qui abandonnent leurs enfants sans aucun contrôle.
Mamadou Lamaranaba interpelle les chefs de famille face à leurs responsabilités. Il n'est pas facile parce que c'est une rivière qui est abandonnée à elle-même. Depuis le déguerpissement de la dernière fois des eaux et forêts, la partie est laissée comme ça. Mais à chaque fois, les enfants viennent là-bas pour se baigner. Et on a tout fait, on est en train de dire aux parents de surveiller leurs enfants, de ne pas les laisser sortir sous les inondations ou bien les intempéries de la nature comme ça. C'est parce que c'est un manque d'éducation. C'est un manque d'éducation de la part. C'est-à-dire le non-respect et responsabilité des parents. Au moment où nous quittions les lieux, la dépouille mortelle a été mise à la disposition des autorités locales pour des fins d'enquête et les parents de la victime n'étaient pas encore identifiés. Paix à l'âme de la victime. Sur un autre plan, les taxis-motos sont fortement impactés dans leur activité à Conakry. Ces jeunes sont souvent victimes de la tracasserie policière une fois dans la circulation. Ils tirent la sonnette d'alarme dans ce reportage de Noumousso Doumbouya et de Alassane Souma. Taxi-moto, une activité génératrice de revenus pratiquée majoritairement par des jeunes diplômés sans emploi à Conakry. Ces jeunes envahissent tous les grands carrefours de la capitale à la recherche du quotidien. Sur le terrain, les motards sont souvent victimes de cas d'accidents qui sont parfois même mortels. Ce que je demande à mes collègues, quand ils gagnent une moto, ils n'ont qu'à conduire doucement pour la sécurité de nos passagers et surtout éviter les infractions comme les suicides. Ces détenteurs des engins à 2 roues exercent cette activité pour éviter la délinquance juvénile comme pour dire qu'il n'y a pas un seul métier. Cependant, ces diplômés sans emploi éprouvent d'énormes difficultés avec la police routière qu'ils accusent de faire un acharnement sur eux une fois dans la circulation. Il y a des syndicats ici qui nous représentent, qui se disent être nos représentants, mais réellement, ils ne nous défendent pas. Pourquoi? Chaque jour, à longueur de journée, nous sommes victimes des policiers qui nous tracassent, qui nous font tout. Et ils ne sont pas là pour nous défendre envers ces policiers. Une fois qu'ils vous appréhendent, ils vous amènent directement à la routière sans vous donner la possibilité de vous expliquer. Une fois que votre moto rentre dedans, ils ont fixé leur amende à 110 000 francs. Ils ne vous demandent pas pourquoi ils vous ont arrêté. Ils ne vous demandent rien. Accusé à tort ou à raison, ce responsable syndical n'a pas voulu se prêter à nos questions, sous prétexte qu'on n'a pas pris rendez-vous avec lui. Vous allez nous programmer. Est-ce que vous avez compris? Nous ne sommes pas analysés, qu'est-ce qu'on va voter? Quelques jours après la réouverture des lieux de culte, le respect des mesures barrières sont de mise dans les différentes mosquées de Conakry. À la mosquée de Boulbiné, dans la commune de Kaloum, le premier imam sensibilise les fidèles sur le respect des mesures sanitaires édictées par les autorités. Suivez. Moi, je dirais, le nom m'appartient, mais ce n'est pas de moi. C'est la volonté de Dieu qui nous a permis, nous, les Boulbinékas, à occasionner cette ouverture. Ce n'est pas par la force. On est petit devant le pouvoir. Donc, si l'occasion là s'est présentée à nous, on a profité. Cela ne veut pas dire que nous sommes vainqueurs. On n'est pas vainqueurs. Tous les consignes qu'on nous donne, nous, on le respecte. Les mosquées sont ouvertes. Vous-même, vous avez vu ici que nous, seulement Boulbiné, on a 3 thermoflash. Tu ne rentres jamais dans l'enceinte de la mosquée sans que tu sois flashé d'abord. Avant qu'on te flash, on t'oblige d'abord de laver tes mains. Forcément, tu laves tes mains, tu portes bavette, puis tu rentres dans la mosquée. À part de ça, wallahi, on ne te laisse pas de rentrer.
Un mot de sport avant de nous quitter. La Confédération africaine de football CAF a statué sur la requête de la Fédération royale marocaine portant sur le report des matchs de la Ligue des champions africains de la Coupe de la CAF saison 2019-2020. Le bureau exécutif de la CAF a décidé ainsi de reporter toutes les compétitions continentales jusqu'à la fin du mois d'octobre 2020. Mohamed Saliou Diallo, Ibrahim Khalil Silla nous en dit davantage. Tous les matchs des demi-finales de la Ligue des champions africaine et Coupe de la CAF sont renvoyés au mois d'octobre 2020. Saisie par la Fédération royale marocaine, la CAF s'est prononcée en faveur d'un report. Les matchs de Ligue des champions et Coupe de la CAF se joueront désormais à la fin du mois d'octobre 2020. Selon ce consultant Kerosei Diakité, doyen de la presse sportive, récemment sacré gloire des pionniers de la presse sportive, les dirigeants du football africain jouent sur la politique d'impartialité. Moi, la question que je me pose, pourquoi on tient absolument à ce que cette rencontre se déroule au Maroc, étant donné qu'il y a 2 clubs marocains qui sont engagés dans les 2 compétitions. Moi, j'aurais souhaité qu'on choisisse un pays de l'Afrique centrale ou de l'Afrique australe pour qu'il y ait équité, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Roya avait émis une requête afin que le match soit délocalisé. Malheureusement, le Roya a été débouté de ses prétentions et la CAF tient. Il y a une partialité qui ne dit pas son nom, parce que figurez-vous, depuis l'accession de Ahmad Ahmad à la tête de la CAF, il a un certain penchant pour le Maroc. Les réunions se tiennent au Maroc, les forums se tiennent au Maroc, et vous voyez, le Maroc est devenu quelque peu l'enfant chéri de la CAF. Malgré ce énième report de ces matchs des demi-finales de la Ligue des champions africaine et la Coupe de confédération africaine, cela n'empêchera pas le Orea AC de poursuivre son chemin. Avec vos confrères, c'est un club qui est entièrement professionnel et je crois en l'expertise et à la compétence de son fondateur Mamadou Antonio Souaré, qui a mis tous les moyens à la disposition de ce club, qui n'a plus rien à prouver au plan local. Et je pense qu'ils sont avertis et ils vont se préparer en conséquence pour essayer de relever le défi contre Olympique d'Égypte. Le Orea AC affrontera Pyramide d'Égypte le 20 octobre 2020 au Maroc. Lamine Diaye et ses joueurs ont encore un peu plus de temps pour préparer et récupérer des blessures majeures avant ce rendez-vous sportif continental historique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information sur Star 21 qui a été réalisée pour vous grâce à l'ensemble des équipes de la rédaction et de la technique. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme à notre compagnie. Au revoir.